Cet ouvrage plutôt inciter la jeunesse au culte de l'effort et du patriotisme, mais aussi exhorter l'État à prioriser la jeunesse dans sa politique afin de maintenir cette frange de la population dans leur pays respectif. On voit cela dans cet élément signé Pape Faraning et Ahmadouba. Une image, un symbole au milieu de la carte du continent africain. Sur cet ouvrage, un jeune Sénégalais se soucie de l'avenir de ses camarades. Dans son roman, le patriotisme occupe une place de choix. Livre dans lequel également j'exhorte la jeunesse à davantage croire en tout cas en son pays, à la jeunesse en tout cas à croire au culte de l'effort, mais également à un certain degré également de patriotisme pour faire de telle sorte que notre pays puisse être cité en exemple dans tout le monde, dans le monde entier, parce que je considère que la jeunesse se doit être la force vive de la nation et la force vive de toute nation qui veut se développer. L'appât du pain, un cri de cœur pour une jeunesse consciente des défis majeurs qui les attendent, mais surtout les dangers qui les guettent avec la recherche perpétuelle de l'argent. Pour un pays pour lequel il y a plus de 67% de la population qui sont jeunes, je considère que la priorité même en fait, des politiques doit être mise sur cette jeunesse-là. Donc apporter certainement sa pierre à l'édifice, mais également croire en cette jeunesse, parce que croire en cette jeunesse implique certainement une certaine responsabilisation de ces jeunes, parce que je pense qu'au fur et à mesure en tout cas qu'on évolue dans un pays, on se doit d'avoir certainement une claire idée de comment faire pour que le pays soit davantage développé. L'auteur exhorte à l'État de prioriser la jeunesse dans sa politique pour les maintenir au pays. L'appât du pain, dans le sens où c'est une jeunesse qui est appâtée par le pain, par la recherche quotidienne du pain pour vivre. Et cet appât les conduit à être pris au piège. Parce que malheureusement, ne sachant pas ou bien n'ayant pas tous les rudiments de ce qu'implique l'immigration clandestine, déjà dans un premier temps, le fait que l'on puisse mourir déjà, cette fatalité-là, le fait d'être confronté soit à la réussite d'un voyage, je ne dirais même pas à la réussite en étant arrivé en Europe, parce que l'on sait que dès qu'on arrive en Europe, cela ne signifie pas que l'on a réussi. L'appât du pain, un roman qui parle à la jeunesse africaine qui est en quête perpétuelle du profit, une manière de conscientiser cette frange la plus importante, mais aussi rappeler à l'État que nul ne peut se développer sans sa jeunesse. L'appât du pain au lieu du gain, un projet du chef de l'État pour les jeunes Sédhiou choisi comme pôle aquacole du Sénégal. En effet, depuis 2016, le secteur peine à faire des résultats positifs à cause d'attaques d'oiseaux et de crocodiles. Eh bien, l'ANA a décidé de renforcer la sécurité du pôle et les résultats sont satisfaisants cette année. Mais malgré la mise en place de ces infrastructures, les jeunes de Sédhiou ne sont pas emballés par la pisciculture. C'est ce que nous dit Bakary Conté. Sédhiou, pôle aquacole du Sénégal. Ces dernières années, le secteur est confronté à d'énormes difficultés dans le Pakao. L'ANA a renforcé son système de sécurité pour faire face aux oiseaux et aux crocodiles. Les années passées, on avait d'énormes problèmes. Mais cette année, quand on a relancé avec la nouvelle directrice, je pense que les choses, ça marche bien. Sur les 50 étangs dont dispose le pôle aquacole de Sédhiou, seuls les 18 sont utilisés. C'est une infrastructure composée de 50 étangs, d'une fabrique d'aliments, d'une salle de formation, mais aussi il y a l'écloserie de production d'alevins qui est à côté. Et donc ce pôle, c'est un cadre qui est aménagé, mis à la disposition des acteurs, des jeunes et autres qui sont intéressés par l'entrepreneuriat aquacole, qui sont accompagnés par l'ANA. Donc aujourd'hui, vous avez vu l'un des GIE qui est composé de jeunes diplômés du Centre national de formation des techniciens des pêches et de l'aquaculture, que j'avais incité, quand j'étais directrice également, de s'organiser en GIE pour pouvoir se lancer dans l'auto-entrepreneuriat aujourd'hui,
Après 4 mois d'activité, ils ont commencé à récolter. Ababakar Abdoulaye Koli, ce jeune entrepreneur, lance un appel aux jeunes Sédiois. Le secteur d'aquaculture est un secteur porteur d'emploi. Parce que déjà, je pense que les gens qui s'y activent déjà ont commencé à voir, ne serait-ce aussi peu, à gagner pleinement leur vie. Les étangs sont déjà sur place, donc je dirais aux jeunes vraiment de venir travailler. Parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Donc ne restons pas chez nous à dire qu'il n'y a pas de travail. Le travail il est sur place. Donc allons vers le travail. Donc les étangs sont là pour les jeunes. Je lance un appel aux jeunes pour qu'ils viennent vraiment se donner à cette activité. Et au début, ce sera un peu difficile, mais au bout de quelques mois après, voilà, ils vont commencer à récolter les retombées. L'Agence nationale de l'aquaculture doit renforcer sa communication pour inciter les jeunes à se lancer dans ce secteur très juteux. Bakary Kanté, les ruelles de Diokoul changent de visage. Le pavage qui remplace le sable, ce projet qui repose sur le bénévolat et l'œuvre de fils de ce quartier de Rufisque-Ouest, et cela permet de créer un cadre de vie digne d'une ville, selon le coordonnateur du collectif que je vous propose d'écouter au micro d'Armand Samba. La première démarche à faire, c'était de demander à ces populations-là de Ndioudun de cotiser, de faire une participation volontaire et symbolique. Là était le déclic de ce projet-là. Là, ça leur a permis, en tout cas, d'amasser pas mal d'argent qui permettrait ultérieurement de financer le projet. Et tout repose sur le bénévolat? Le bénévolat, bien sûr, parce que Dieu a fait que le quartier, et précisément Ndioudun, c'est une population relativement jeune. Là, ça leur a permis de faire les démarches nécessaires. Parce qu'ici, nous avons des menuisiers, ici, nous avons des maçons, ici, nous avons des entrepreneurs, ici, nous avons en tout cas pas mal de ressources qui a permis aujourd'hui de matérialiser ce projet-là. Là, ça permet de créer un cadre de vie vraiment qui permettrait de l'épanouissement de toute une population. Là, c'est une occasion pour nous, population de Diokoul et environ, de donner l'exemple. Millions de francs CFA alloués au groupement de femmes de la commune de Fimela. C'est dans la région de Fatick. Ces femmes font de la transformation de produits halieutiques et céréales. Et elles s'activent aussi dans le domaine de l'agriculture, du maraîchage, entre autres. Le maire souligne qu'elles méritent d'être soutenues pour le développement de leur commune située dans le département de Fatick. Aminata Goudiaby. Ce financement est sans doute un soulagement pour les femmes de la commune de Fimela. C'est ça qui nous manquait vraiment. Vous savez, on ne peut pas dérouler une activité sans argent. Mais vraiment, avec ce financement, on va pouvoir développer nos différentes activités. À Fimela, les femmes constituent un maillon non négligeable de l'économie locale. Elles sont dans plusieurs activités génératrices de revenus. Dans une commune où quand même il y a de l'attraction. Beaucoup de femmes qui ont en fait subi des transformations, des formations sur la transformation des produits céréaliers et tout. Il y a également aussi beaucoup de produits qui commencent à avoir des labels au niveau de la commune. Donc il y a la matière ici, il y a l'expertise locale. Il y a des femmes qui sont ici, qui sont des maraîchers, qui achètent les produits également au niveau également des maraîchers et qui les revendent localement. Et tout ça, c'est important. Pour aider ces centaines de femmes à booster leurs différentes activités, la commune de Fimela va mettre à leur disposition un financement de 100 millions de francs CFA. Un partenariat a déjà été signé entre les autorités municipales et l'Union des institutions mutualistes communautaires d'épargne et de crédit. On a pu augmenter pour au minimum avoir 100 millions. 100 millions, c'est pour 100 groupements. Ce qui fait, pour 100 millions, il y a déjà 100 groupements qui vont être financés. Ça veut dire 1000 femmes. En tout et pour tout, il y a 100 millions qui vont être distribués aux femmes de la commune de Fimela. Donc ces femmes, pour les aider à booster leur économie, il faut les financer. Alors donc IMSEC est venu à son ordre pour aider la commune pour qu'on puisse financer les femmes. Ce projet de financement a été lancé dans le village de Sambadia où les femmes ont reçu une enveloppe de 22 millions de francs CFA. Santé à présent, des experts en microscopie ont reçu leur diplôme. Ils vont participer à la lutte contre le paludisme et cela s'est produit devant le représentant de l'Organisation mondiale de la santé. Mamadou Fall, Younous Diatta y était. Le Sénégal augmente son nombre d'experts avec la fin de la session de cours international OMS d'accréditation des micropistes des pays francophones d'Afrique, des experts qui vont participer à la lutte contre le paludisme. Dans cette perspective de l'élimination du paludisme au Sénégal, il est important d'avoir un très bon système de laboratoire.
Le laboratoire, ce n'est pas seulement les machines, mais c'est seulement aussi des hommes. Et depuis plus de 10 ans maintenant, je pense, ou 15 ans, nous travaillons avec le professeur Daouda dans cette perspective de renforcer notre système de diagnostic. On ne peut pas éliminer, ou en tout cas déclarer un pays éliminer le paludisme si ce pays ne dispose pas d'experts. Et donc, si le Sénégal veut se préparer à l'élimination en 2030, il demeure capital de mettre en place, de faire en sorte qu'il y ait assez d'experts. Parce que le jour où il y a la certification de l'élimination, les experts peuvent venir. Ce n'est pas le ministère qui va leur choisir le lieu de l'évaluation. L'accréditation du Sénégal passe par le nombre important d'experts, raison pour laquelle la sélection est rigoureuse. Il y a 3 critères d'évaluation. Il y a un critère sur la détection. Il y a un critère sur l'identification. Il y a un critère sur la densité parasitaire. Il faut avoir pour tous ces 3 critères au minimum 95% sur la possibilité de détecter un parasite. Sur 100 parasites, 100 lames, capable de détecter 95 lames. Sur 100 lames, les mêmes lames, capables de détecter les espèces. Et malheureusement, comme vous le savez, le Sénégal ne renferme, au Sénégal, on ne trouve que 2 espèces essentiellement. Ou 3. Falciparum pour 98%. Ovalé et malarié pour éventuellement 1 ou 2%. Ceux qui sont là n'ont jamais rencontré des vivax. Et malheureusement, ils sont évalués sur le vivax. Le Sénégal compte atteindre l'objectif fixé qui est d'enrayer complètement le paludisme d'ici 2030, un objectif réalisable avec des sessions de formation ouvertes. Annoncé dans les titres de ce 20h, la mise en garde du CNRA concernant les émissions télé durant le mois de Ramadan, bien perçues par certains organes de presse à l'image de la TFM ou du groupe Walfadjri. Les directeurs de programme de ces 2 structures promettent de réglementer plutôt les plateaux télé. Ils regrettent tout de même certaines restrictions de leur liberté. C'est un sujet signé Fatimata Touré et Younous Diatta. Le CNRA met en garde. Aucune dérive ne sera tolérée sur les plateaux de télévision durant le mois de Ramadan. À la TFM, la direction des programmes se dit en phase avec le Conseil de régulation et appelle à la responsabilité. Donc je pense qu'on va en fait essayer de faire beaucoup plus attention pour ne pas créer des problèmes. Maintenant, il y a aussi le phénomène des réseaux sociaux qui est devenu peut-être une caisse de résonance où des gens quand même aussi, des fois, profitent de certaines occasions pour un peu même mettre de l'huile sur le feu. Donc on va essayer de parer à ces éventualités. Autre chaîne de télévision, même son de cloche, à Walf, hors de question d'ouvrir une brèche à la dérive. Mais pour moi, ce qu'il y a de plus important, c'est faire un travail de sensibilisation. Faire un travail de sensibilisation d'abord en direction des médias et des responsables des médias pour qu'ils intègrent cette dimension-là qui fait que le Sénégal est un pays de diversité où il y a différentes sensibilités religieuses et que nous avons le devoir, nous, médias sénégalais, de faire en sorte que cette unité-là, cette union entre les différentes sensibilités religieuses soit sauvegardée. Les 2 chaînes de télévision se disent assez avertis et responsables pour ne pas servir de canal aux démons de la division. Le CNRA n'a pas besoin de taper sur les uns et les autres. Le CNRA avait juste besoin de sensibiliser les responsables des médias et se dire que dans chaque organe de presse au Sénégal, il y a des gens assez responsables. On est des professionnels et même si notre supérieur c'est le CNRA, on reste quand même des professionnels et notre vocation c'est d'éduquer et de divertir et il faut qu'on nous laisse un peu cette liberté. Maintenant, c'est vrai que avec responsabilité. Pour parer à toutes éventualités, il invite les prêcheurs à plus de retenue. Parce que ce que je sais, moi, c'est que les confréries religieuses au Sénégal, par exemple, les fondateurs de ces confréries-là, il y avait entre eux des échanges, il y avait entre eux de bonnes relations, il y avait entre eux un respect mutuel. Le Sénégal reste uni et indivisible, surtout en ce qui concerne la religion, les tariqas. Donc effectivement, on demande à tous les gens qui seront, Inch'Allah, invités dans ces différentes émissions d'intégrer ça sur leur discours. Le Ramadan, un mois de dévotion, de pardon, chaque organe tente de rappeler aux fidèles les préceptes de la religion musulmane. Mais parfois, certaines émissions peuvent être source de polémiques. Les directeurs de programmes de Walf TV et la TFM rassurent.
Merci à vous, Fatima Touré, en mot de sport avant de recevoir l'invité avec la 13e journée de la Ligue 1. Victoire de Dakar Sacré-Cœur cet après-midi 2-0 face à Hambourg Petite Côte. Seneps Djambar font match nul, un but partout. Le Casa Sport et l'AS Douanes font également match nul, un but partout. Le Stade de Mbour et l'US Gorée, nul blanc, 0 but partout. Génération Foot Ndiambour de Louga, pas de but également, 0 but partout. Et les matchs à Speakin, TFC, NGB, Diaraf reportés pour cause de Coupe d'Afrique des clubs. Le Diaraf justement qui rencontre demain lundi le FC Salitas en phase de poule, la 4e journée de la Coupe de la Confédération africaine de football. Je vous l'annoncer dans les titres, donc les Béninois aux urnes ce dimanche pour élire leur président de la République. Le candidat sortant Patrice Talon fait face à 2 adversaires qualifiés d'illustres inconnus. Nous recevons plutôt le journaliste Didier Lando, qui est journaliste indépendant et président également de l'association des étudiants béninois au Sénégal. Monsieur Lando, bonsoir. Bonsoir à vous. Voilà, les Béninois donc étaient appelés aux urnes ce matin pour élire leur président, présidentielle qu'on peut qualifier d'inédite. Présidentielle qu'on peut qualifier d'inédite, je ne sais pas pourquoi vous utilisez ce qualificatif-là. Je pense que c'est une présidentielle comme toute autre. Au Bénin, chaque 5 ans, on renouvelle le président, donc voilà, c'est une présidentielle. Mais quand même, quand on parle de présidentielle inédite, le président sortant est confronté, donc fera face à 2 candidats que tous les spécialistes qualifient d'illustres inconnus. Les poids lourds de l'opposition, quand même, soit sont exilés, ou bien ont été même tous recalés pratiquement durant les parrainages. Et là, le président sortant se retrouve avec 2 illustres inconnus, donc on parle de présidentielle inédite. Alors, inédit sur un seul point sur lequel je peux être d'accord avec vous, c'est que nous avons 3 candidats, disons 3 duos, au lieu de la flopée de candidatures que nous avons d'habitude. Et je pense que ces 3 duos-là, c'est le résultat des réformes qui ont été mises en place, notamment la réforme sur le parrainage, qui fait qu'avant d'aller aux élections... Des réformes pour écarter des potentiels adversaires. Non, je ne pense pas. Ce n'est pas de réforme pour écarter de potentiels adversaires. La preuve est que ces réformes ont été menées de façon plus ou moins consensuelle, parce que tout le monde était d'accord à un moment donné que la flopée de candidatures qu'il y avait quand même quand il y avait les élections présidentielles au Bénin, qu'il fallait revoir cela. Nous avons 20, 25 candidats et tout. Donc, c'est la réforme du système partisan qui a entraîné également la réforme des conditions pour être candidat à l'élection présidentielle au Bénin, et c'est ça qui a réduit le nombre de parrainages. Maintenant, par rapport au fait que les 2 en face de Patrice Talon soient d'illustres inconnus, je dis non. Non, parce que quand même, qu'on le veuille ou pas, les FCBE ont dirigé le Bénin durant 10 ans, et Alassane Soumarou Djemba, qui est le candidat des FCBE à cette présidentielle-là, a été l'un des lieutenants de Yahya Boni durant les 10 ans de sa gestion. Peut-être que les FCBE ne sont plus ce qu'ils étaient il y a quelques années, puisque Yahya Boni s'est retiré, le parti s'est effrité, mais c'est beaucoup plus, selon moi, pour des querelles internes. Maintenant, de l'autre côté, nous avons Corentin Koroué et Irénée Agossa. Irénée Agossa qui a longtemps été collaborateur de Yahya également, Corentin Koroué qui a été préfet durant 10 ans du Koufo. Donc, ils ne sont pas aussi inconnus que ça, mais il faut dire quand même que ces candidatures-là, c'est le fruit d'une certaine division à la dernière minute au sein de l'opposition, qui à la dernière minute n'a pas réussi à s'entendre pour dégager un candidat consensuel. Est-ce que ça justifie qu'ils soient tous recalés par les parrainages quand même? Parce que là, le Bénin était en pays, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais quand même, comment est-ce possible qu'en 2019 on se retrouve avec un parlement sans opposition quand même pour un pays modèle en matière de démocratie, qu'a été le Bénin ou bien qu'est le Bénin? Exactement, je vous explique. En fait, le problème du parrainage vient de ceci. On a réformé le système. On a dit, avant d'être candidat à l'élection présidentielle, il faut être parrainé par 16 élus, députés et ou maires. Alors, sur les 83 députés à l'Assemblée, ils sont tous des députés de Patrice Talon
Pourquoi? Parce qu'en 2019, nous avons eu des élections législatives où on n'avait que 2 partis qui sont pro-pouvoir qui étaient en place. Comment cela s'est passé? Je pense que c'est vraiment inédit sur ce point-là. Dans une démocratie, ça fait tâche. Oui, dans une démocratie, ça fait forcément tâche et nous sommes d'accord que nous aurions vraiment souhaité qu'au moins au cours de ces législatives-là, on aurait eu des partis d'opposition, qu'on ne serait pas face à ce que nous avons aujourd'hui, premièrement. Deuxièmement, sur les 77 maires du Bénin, le pouvoir en place à lui seul a environ 70 voire 71. Donc, tous les partis d'opposition se retrouvaient à un moment donné dans l'incapacité de pouvoir obtenir les parrainages. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est un secret de polichinelle que les parrainages à un moment donné ont été attribués par les gars du pouvoir à la limite aux candidats de leur choix. Ouais, mais M. Lando, reconnaissez que quand même ce scénario d'opposants en exil avec la machine à la répression judiciaire enclenchée qu'on a vu dans certains pays en Afrique de l'Ouest et qu'on voit actuellement au Bénin quand même, ça ressemble à une stratégie bien ficelée, bien menée en place quand même pour faire réélire un président. Alors, je vous raconte une petite anecdote. Patrice Talon, quand il était candidat à sa première élection, il était sur un plateau de télévision où on parlait de moi président, où chaque candidat devait passer. Alors, quand on a parlé de réélection, Patrice Talon a dit ceci, il a dit que ce qui assure la réélection d'un président de la République dans nos pays, ce n'est pas son résultat, ce n'est pas son travail, c'est sa manière à lui de soumettre les opposants, de soumettre les opérateurs économiques, de soumettre tout le monde. Et il dit, vous avez beau être mauvais, quand vous soumettez tout le monde et qu'il n'y a pas de compétiteur en face de vous, vous avez beau être mauvais, vous serez réélu. Et moi, juste après sa réélection, moi j'ai commencé à alerter, je me suis dit, il a décliné sa conception de la chose politique. Mais malheureusement, c'est ce que moi je déplore, c'est que nous avons une opposition au Bénin qui n'anticipe pas. Nous avons une opposition qui est seulement dans de la réponse. Et je pense que l'opposition aurait été mieux organisée. L'opposition mène bataille par bataille. Mais comment est-ce possible quand le pouvoir écrase l'opposition carrément quand même? Ça devient injouable. Je vous donne un exemple très simple. Moi, j'ai toujours dit aux gens, le pouvoir n'est pas là pour faire copain avec l'opposition. On a vu ce qui s'est passé au Sénégal. Et en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire. Mais on a vu ici, quand on a voulu interpeller un opposant, on a vu à quel point les gens se sont déchaînés et tout. Et je dis que l'opposition béninoise n'a pas encore réussi à enclencher ce soutien populaire-là. Et c'est sur ça que moi je les attends. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ce qui se passe aujourd'hui au Bénin sur le plan strictement politique, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est parce que l'opposition en face prête le flanc. Et moi je dis, la mouvance n'est pas là pour faire copain avec l'opposition. La dernière question, le temps est pratiquement fini. Quels sont les échos que vous avez du déroulement de l'élection, notamment le taux de participation qui certainement sera le principal enjeu? Oui, je pense que le taux de participation est vraiment le principal enjeu. Le président même l'a dit quand il était en campagne. Pour le moment, j'ai des chiffres, mais je ne me permets pas de répondre sur le plateau. Je pense que l'instance habilitée qu'est la Sénat pourra donner les chiffres, mais je dis aussi qu'au Sénégal, nous avons eu la chambre de voter. Globalement, ça s'est passé... Globalement, ça s'est très bien passé. On créait des tensions, mais heureusement, il n'y a pas eu beaucoup de tensions. Et ici au Sénégal, par exemple, le Sénégal fait partie des 7 pays qui ont été choisis au niveau du monde entier pour voter. Les Béninois du Sénégal sont sortis, ils ont voté, ils ont exprimé leur choix. Nous avons les chiffres, mais je ne me permets pas de le répéter sur le plateau. La Sénat est l'instant habilité pour faire cela. Merci M. Lando, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de 20h. Merci à vous pour l'inviter. Voilà, c'était tout pour ce journal de 20h. Prochain rendez-vous pour l'information demain à partir de 6h30 dans votre émission matinale avec Assou Benchoub et son équipe. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.